Ce 2 décembre 2014 a été célébré le bicentenaire de la mort du plus sulfureux des marquis. Écrivain, philosophe aux mœurs dissolues, Donatien Alphonse François de Sade a bouleversé l'histoire de la littérature de manière clandestine d'abord, puis en devenant un véritable mythe. Celui qui a scandalisé son époque par l'érotisme matiné de violence et de cruauté de son œuvre continue de déchaîner les passions. Adulé ou honni, porté au nu comme le plus grand écrivain de la langue française, ou vilipendé, cloué au pilori de l'enfer des bibliothèques, le divin marquis ne laisse pas indifférent. Jusqu'en 1957, ses écrits sont censurés pour outrage à la morale publique et religieuse ou aux bonnes mœurs. En 1900, c'est ma date de naissance aussi d'ailleurs. En 1958, l'éditeur Jean-Jacques Pauvert est condamné aux dépens pour la publication de certaines œuvres de Sade, mais la Cour d'appel de Paris ordonne que ces livres seront versés à la Bibliothèque nationale. Donc, en 1958, le tribunal déclare que Sade est un écrivain digne de ce nom. Il devient, aux yeux de nombreux intellectuels français, un opérateur majeur de la transgression. Et il ne fait pas de doute que le prisonnier de la Bastille, qui se disait victime innocente de la méchanceté des autres, je passe pour le loup-garou, se plaignait-il, aurait éprouvé une infinie jouissance de voir son œuvre devenue un classique, source de recherche universitaire. L'entrée de Sade dans la bibliothèque de la Pléiade en 1990 redore son blason, puisque l'enfer ne sent plus le soufre, il est imprimé sur papier Bible. Autre paradoxe de Sade, son rapport avec les femmes qui lui sont restées dévouées et fidèles jusqu'au bout, voire au-delà, puisque les plus grands experts de son œuvre se trouvent aussi être des femmes, comme, entre autres, Annie Lebrun et Chantal Thomas. Sade remet en cause radicalement les questions de limite, de débordement, les notions de beauté, de laideur, de sublime, l'image du corps. Il débarrasse le lecteur de tous ses préjugés religieux, idéologiques, moraux et sociaux. Car Sade, c'est aussi, voire surtout, l'érotisme au service des Lumières. Comment ne pas voir dans la floraison des romans libertins du XVIIIe, où s'illustre Sade, une forme de l'aspiration à la liberté qu'incarnent les philosophes des Lumières? Débauche, dérèglement, vice, excès, émancipation, contestation, renversement, le libertinage ne lasse pas de captiver. Le déshabillé et le sans-culotte, même combat. Simple question d'appellation. À travers ce portrait du plus sulfureux des marquis, aventurons-nous dans un univers subversif et frondeur et explorons le continent noir et brûlant de l'interdit et du désir. On dit Sade comme on dit le diable. Dès la fin du XIXe siècle, il est surnommé le divin marquis en référence au divin Arétin, premier auteur érotique des temps modernes. Le plus honnête, le plus franc, le plus délicat des hommes, le plus compatissant, idolâtre de mes enfants, pour le bonheur desquels je me mettrai au feu, voilà mes vertus. Quant à mes vices, impérieux, colère, emporté, extrêmement tout, d'un dérèglement d'imagination sur les mœurs qui de la vie n'a eu son pareil, athée jusqu'au fanatisme, en deux mots, me voilà. Voilà le portrait que Sade trace de lui-même dans une lettre à sa femme. Et il ajoute... Si, comme vous le dites, on met ma liberté au prix du sacrifice de mes principes ou de mes goûts, nous pouvons nous dire un éternel adieu, car je sacrifierais plutôt que 1000 vies et 1000 libertés si je les avais. La famille de Sade appartient à la noblesse provençale. Il naît le 2 juin 1740 à Paris. Très vite, il est délaissé par ses parents. Sa mère est souffreteuse, elle se désintéresse de lui. Son père, militaire, est toujours absent. Il collectionne les conquêtes, féminines, masculines aussi. À 4 ans, Donatien est envoyé en Provence chez sa grand-mère. Capricieux, tyrannique, impétueux, enjôleur, il charme tout le monde, surtout son oncle, l'abbé de Sade, qui le prend sous son aile. Son oncle, le galant prêtre, est un cadet de famille entré dans les ordres par nécessité et ses goûts le poussent davantage vers la galanterie. Il a fait la conquête d'Émilie du Châtelet, qui lui écrit, par exemple, « Je ne puis me guérir de vous aimer ». Il est aussi ami de Voltaire, qui le décrit ainsi « Tout prêtre que vous serez, Seigneur, Seigneur, vous aimerait et vous plairait ».
Donc ce prêtre sert de second père à Donatien et de maître en libertinage grâce à sa bibliothèque de livres érotiques et par son exemple. Comme le dit Sade dans une lettre à sa tante, tout prêtre qu'il est, il a toujours un couple de gueuses chez lui. Est-ce un sérail que son château? Non, c'est mieux, c'est un bordel. Il est, de toute apparence, le seul homme de l'entourage direct du jeune Sade pendant ces 6 années. Son seul point de mire masculin, c'est son oncle, c'est le substitut officiel du père. Après une enfance libre et nonchalante dans les lumineux paysages du Vaucluse, Sade revient à Paris faire ses études au collège Louis-le-Grand, établissement sévèrement tenu par les jésuites qu'il quitte pour s'inscrire à l'école préparatoire de cavalerie annexée au régiment des chevaux légers du roi. Survient la guerre de 7 ans. La seule appréciation laissée par l'administration militaire de l'époque sur les états de service de Sade comme capitaine au régiment de Bourgogne, c'est fort dérangé mais fort brave. De 6 ans d'école militaire puis de régiment, il n'a pas gardé de relations solides. Partout, sa confiance a été trahie. Partout, il a été déçu par l'arrivisme, par le souci de l'intérêt. Or, chez un être aussi affamé d'affection que Sade, ce vide se fera sentir tôt ou tard. Fin de la guerre de 7 ans, en 1763, Sade ne manque ni un bal ni un spectacle, dit son père. Il court les filles, il joue, il accumule les dépenses. Mais ces distractions ne semblent pas encore, très différentes de celles des jeunes hommes de son âge et de son état. On décide de le marier avec René Pélagie de Montreuil. Contrat signé le 15 mai 1763, mariage célébré le 17 à Paris. Selon les lois et les usages de l'époque et du pays, c'est ici que commence sa vie d'homme, d'adulte à part entière. Et pourtant, il en va tout autrement. Il n'a que du vent dans la tête et le goût du plaisir qu'il ne trouve nulle part, dit son père. D'après la correspondance familiale, les deux époux s'entendent fort bien, sur tous les plans, si l'on en juge par le compliment que fait le marquis au fort beau contresens de sa femme, ce qui fait que je m'entends fort bien avec vous, dit-il. Et Pélagie le soutiendra durant toutes ses années de prison. Parce que, le 29 octobre 1763, d'ordre du roi, il est écroué au donjon de Vincennes. Résumons les faits. Sade s'est livré à, je cite, une débauche outrée, aggravée d'impiété horrible. D'après le témoignage de la prostituée Jeanne Testard, il a proféré des injures et des blasphèmes horribles en disant qu'il n'y avait point de Dieu. Il s'est manuélisé jusqu'à pollution dans un calice et il a ajouté qu'il avait eu commerce avec une fille avec laquelle il avait été communié, qu'il avait pris les 2 hosties, les avait mises dans la partie de cette fille, qu'il l'avait vue charnellement en disant « Si tu es Dieu, venge-toi ». Il a foulé aux pieds un crucifix, il s'est manuélisé sur l'autre jusqu'à pollution et il a obligé la malheureuse à fouler aux pieds le crucifix et à prendre un lavement qu'elle rendrait sur le Christ. Mais ça, elle l'a refusé. De tels rituels sacrilèges fleurent plus le Don Juan de Molière que le Valmont des liaisons dangereuses. Il ne s'agit pas ici de minimiser le délit commis par Sade, mais sous Louis XV, les grands seigneurs libertins sont légion. Mais ils évitent le scandale. En réalité, Sade, lui, il a besoin de cette profanation et de ce blasphème pour parvenir à l'ivresse du plaisir, comme il le fait dire à Dolmancé dans la philosophie dans le boudoir. J'ai mis en gras ce qui ressort le plus. Un de mes grands plaisirs est de jurer Dieu quand je bande. Ceux du blasphème servent bien l'imagination. Il est très doux de scandaliser, et c'est une de mes voluptés secrètes. L'athéisme de Sade est aussi inébranlable que celui de Don Juan. Pour lui, comme pour le héros de Molière, l'inexistence de Dieu est aussi sûre que 2 et 2 font 4. Et cette certitude garantit la souveraineté de la pensée, puisque en détruisant l'idée de la cause première, la pensée humaine s'ouvre l'univers et débouche sur l'infini. Le 13 novembre, moins d'un mois après un délit qui théoriquement aurait pu le conduire au bûcher, Sade est remis en liberté et assigné en résidence en Normandie, dans le château de ses beaux-parents à Échauffour.
S'ensuit pendant quelques années une double vie, voire une triple vie mondaine, bal, réception, obligations diverses, de parade, qui se confond avec sa vie familiale, une deuxième vie d'entreteneur de courtisane, il s'amourage d'actrices, de danseuses, comme n'importe quel petit maître de son époque. Mais à côté de cette vie quasi officielle, qui est tout à fait acceptée par son milieu, il y a aussi une vie de débauche crapuleuse plus souterraine. On ne le retrouve jamais dans les parties fines et les soupers des noceurs, il est solitaire, il est inclassable dans les journaux des inspecteurs de M. de Sartine, le chef de la police. Des rumeurs se répandent dans Paris. Il aurait attaché, fouetté et torturé une pauvre femme, Rose Keller, en lui faisant avec un canif plusieurs incisions sur le corps dans lesquelles il a fait fondre de la cire. En fait, il explique qu'il avait pour intention d'expérimenter un baume capable de guérir les plaies. Mais les gazettes s'emparent de cette affaire croustillante et font de lui un personnage public, une figure de légende. Donc sa marginalité sociale va s'affirmer et on le retrouve en 1771 dans le château isolé de Lacoste, dans le Luberon, avec femme, enfant et sa jeune belle-sœur. Il écrit des pièces de théâtre, il supervise les répétitions, il joue le rôle principal dans des pièces qu'il choisit, il se mêle aux baladins, il s'exhibe sur les planches sans aucune considération pour les usages. En juin 1772 éclate l'affaire de Marseille. Il est accusé du crime de sodomie et d'empoisonnement et il est condamné à mort. La sentence est exécutée par contumace. Il est frappé, il est remplacé par un mannequin. Condamné à mort, contumace, frappé de mort civile, il est contraint à l'errance, déguisé sous de faux noms. Il part pour l'Italie en emmenant sa belle-sœur, d'aucuns disent qu'il l'a enlevée. Il est arrêté en décembre 72 par les troupes du roi de Sardaigne et il est emprisonné dans la forteresse de Miolans, d'où il s'évade dans la nuit du 30 avril. Et la légende veut que ce soit Pélagie qui ait aidé son mari en étant déguisée en prêtre. En réalité, elle a préparé son évasion en lui faisant passer de l'argent. Dans ses bagages, Sade transporte des lettres, des écrits de jeunesse, des professions de foi philosophiques. Ce qu'on appelle philosophique à l'époque, c'est libertin. Je reviendrai sur le terme de libertin après. Peut-être même les brouillons d'ailleurs de Justine et des 120 journées de Sodome. C'est ce qui fait de lui un colporteur plus que suspect qui a basculé du côté des gens de lettres qu'il faut museler. Louis XV a lui-même totalement basculé dans la débauche et il veut d'autant plus sauvegarder les apparences. Si l'on se dispense aisément de la vertu, on ne se dispense pas des bienséances. Or, les écrits de Sade s'écartent de la bienséance et ordre royal est donné de le remettre en prison et de se saisir de tous ses papiers. Il lui reste 2 ans avant les 12 ans de Vincennes et de la Bastille. Sur les 74 années que dura sa vie, il va passer un total de 27 ans en prison ou en asile de fous. C'est l'affaire des petites filles qui va achever d'obscurcir l'horizon de Sade. Monsieur et Madame Sade, de Sade plutôt, ont engagé 6 jeunes domestiques, 5 filles et un garçon, et quelques semaines plus tard, les parents les réclament comme ayant été emmenés par enlèvement fait à leur insu ou par séduction. Certes, le château de Lacoste n'est pas le château de Silling, Sade n'est pas Blangy. Il a d'ailleurs dû regretter que son château ne soit pas aussi inaccessible que la forteresse de la Forêt-Noire, mais on peut aisément imaginer la diversité des activités sexuelles de Sade, à commencer par la séduction ou la corruption, la pédagogie libertine étant l'une de ses voluptés. N'oublions pas que l'école du libertinage, c'est le sous-titre des 120 journées de Sodome, et les instituteurs libertins, celui de la philosophie dans le boudoir. La peur, les châtiments corporels, la mise au cachot. Sade a de nouveau joué du canif et ces petites victimes portent sur leur corps, sur leurs bras, les preuves de leur dire. Pour changer d'air, le marquis prend la route de l'Italie, mais il s'ennuie, il rentre à Paris et il est arrêté et incarcéré au donjon de Vincennes par lettre de cachet. Il a 38 ans, il restera 11 ans enfermé, d'abord au donjon de Vincennes, puis à la Bastille. À Vincennes, il est enfermé dans une tour sous 19 portes de fer, recevant le jour par 2 petites fenêtres garnies d'une vingtaine de barreaux chacune. Et il devient pour ses geôliers Monsieur le 6, d'après son numéro de cellule. À la Bastille, il est enfermé au 2e puis au 6e étage de la tour Liberté. Ça ne s'invente pas.
L'incarcération l'amène à chercher dans l'imaginaire des compensations aux frustrations de sa situation. Son interminable captivité excite son imagination jusqu'au délire. Condamné pour débauche outrée, il se lance dans une œuvre littéraire qui s'en prend aux puissances sociales que sont la religion et la morale. Simone de Beauvoir note « En prison entre un homme, il en sort un écrivain ». Il entreprend la mise au net des brouillons des 120 journées de Sodome, gigantesque catalogue de perversion. Afin d'éviter la saisie de l'ouvrage, il en recopie le texte d'une écriture minuscule et serrée sur 33 feuillets de 11 cm 5 collés bout à bout et formant une bande de 12 mètres de long remplie des deux côtés. Le 2 juillet 1789, voilà ce que rapporte le marquis de Launay, le gouverneur de la Bastille. Il s'est mis hier à midi à sa fenêtre et a crié de toutes ses forces et a été entendu de tout le voisinage et des passants qu'on égorgeait, qu'on assassinait les prisonniers de la Bastille et qu'il fallait venir à leur secours. Donc, il obtient le transfert de cet être que rien ne peut réduire à Charenton, alors hospice de malades mentaux. Et on ne lui laisse rien emporter. Tous ses manuscrits, ses meubles, tout ce qu'il avait, ont été mis sous scellé. Et avec la prise de la Bastille le 14 juillet, il ne retrouvera ni son manuscrit, ni ses brouillons. Rendu à la liberté le 2 avril 1790 par l'abolition des lettres de cachet, il s'installe à Paris. Il a 50 ans, il est méconnaissable, physiquement marqué par ses 13 années. Il a prodigieusement grossi. Il se lance dans le mouvement révolutionnaire et il met ses talents littéraires au service de sa section de la place Vendôme, la section des Piques, à laquelle appartient Robespierre. En 1792, Louis Sade, homme de lettres, est nommé secrétaire, puis en juillet 93, président de sa section. Entraîné par le succès de ses harangues et de ses pétitions, emporté par sa ferveur athée, il prend des positions extrêmes en matière de déchristianisation au moment où le mouvement va être désavoué par Robespierre, qui déteste l'athéisme. Le 8 décembre, Sade est incarcéré comme suspect, condamné à mort pour intelligence et correspondance avec les ennemis de la République. Il est sauvé par la chute de Robespierre. En 1795, il publie Aline et Valcourt et la philosophie dans le boudoir, et sa situation financière s'est considérablement dégradée. Comme il est couvert de dettes, il doit gagner sa vie. Donc il va produire des ouvrages clandestins pornographiques. En 1799, la nouvelle Justine, suivie de l'histoire de Juliette, sa sœur, va lui permettre de payer ses dettes. Mais la presse se déchaîne contre lui, parce que le livre scandalise, mais surtout, il fait peur. Parce que très vite, on sent que la subversion l'emporte sur l'obscénité. Et c'est pourquoi les contemporains lui refusent ce minimum de tolérance dont bénéficient ordinairement les écrits licencieux. Justine, on la rejette en bloc, on la rejette sans appel, on voudrait la voir anéantie, puisque c'est cette œuvre qui va marquer la naissance de la mythologie sadienne. Il est arrêté, il va être interné, sans jugement, de façon totalement arbitraire, à Sainte-Pélagie. Et ensuite, il est transféré à l'asile de Charenton comme fou. On invoque l'obsession sexuelle. À Charenton, il jouit de conditions privilégiées. Il occupe une chambre agréable, il se promène dans le parc, il tient table ouverte, il reçoit chez lui des malades ou il leur rend visite. Bon. Et surtout, il sympathise avec le directeur qui croit aux vertus thérapeutiques du spectacle sur les maladies mentales. Et de son côté, le marquis nourrissait une passion sans borne pour le théâtre. Donc, il va devenir l'ordonnateur de fêtes qui défraie la chronique de l'époque. Un véritable théâtre est construit à Charenton, dont la salle peut recevoir environ 200 spectateurs qui sont recrutés sur invitation. Et très vite, il devient du dernier chic d'être convié au spectacle de Charenton. Et c'est le marquis qui compose des pièces pour le théâtre et qui dirige les répétitions. Il meurt en 1814 d'un œdème aigu du poumon d'une très probable origine cardiaque. Quelques années auparavant, il avait demandé dans son testament à ne pas être autopsié et à être enterré non religieusement dans un bois de sa terre de la Malmaison près d'Épernon. Et il espère que sa mémoire s'effacera de l'esprit des hommes, dit-il. Eh bien non, sa mémoire n'a pas disparu de l'esprit des hommes. Et Sade n'a jamais été aussi célèbre qu'en notre XXIe siècle, qui vient de fêter le bicentenaire de sa mort. Car Sade, c'est aussi, voire surtout, l'érotisme au service des Lumières. La diffusion des romans libertins durant le siècle a contribué, par leur contenu séditieux, aussi bien sur le plan
moral, religieux que politique, a sapé les valeurs et les fondements de la monarchie absolue. Les fondements idéologiques de l'Ancien Régime sont minés bien avant la chute de la Bastille. Et c'est d'ailleurs l'opinion des agents du gouvernement qui s'efforcent en vain d'arrêter l'érosion dans les années 70 et 80. La sédition couve, elle s'instille dans les esprits. Il est difficile de mesurer clairement les effets de cette sédition sur l'action révolutionnaire ou de restituer l'alchimie hasardeuse qui transmue la sédition en révolution, mais on peut en suivre les traces et on sait de science certaine qu'elle se communique par un instrument formidable, le livre. La grande menace représentée par le livre érotique, philosophique comme on l'appelle à l'époque, c'est qu'il brise les contraintes. Contraintes physiologiques, contraintes sociales et morales. L'excès sexuel n'y connaît pas de bornes. Et rien ne saurait arrêter le désir. Au XVIIIe, la littérature érotique et pornographique est un vecteur de critique sociale, c'est un prétexte d'attaque contre l'Église, contre la couronne et contre toutes sortes d'injustices sociales qui visent à ridiculiser aristocrates et prélats, à propager les idées des Lumières et à dénoncer la domination masculine. L'histoire de Dom Bougre est un véritable brûlot anticlérical. Sulfureuse, émoustillante, scandaleuse, la littérature érotique et pornographique du XVIIIe a aussi une fonction politique. Les pornographes du XVIIIe utilisent la sexualité pour exprimer toutes les idées essentielles des Lumières, nature, bonheur, liberté, égalité. Les héroïnes de ces romans représentent un défi à la subordination des femmes sous l'Ancien Régime. C'est une littérature qui est illustrée par des gravures et qui devient une arme contre l'ordre établi. Il fleurit ainsi une littérature obscène de nature politique. Symbolisant les corruptions du règne de Louis XVI, Marie-Antoinette devient la cible privilégiée de pamphlets pornographiques qui mettent en scène son existence supposée débauchée. Ces pamphlets d'une extrême violence constituent Marie-Antoinette en véritable mythe de la fureur utérine et le bordel en théâtre du pouvoir. Écrits délateurs et aguicheurs, pornographiques et impertinents, politiques et sapeurs de légitimité, ces brûlots calomnieux contribuent à désacraliser la personne du roi et à alimenter la désaffection de ses sujets. Au niveau des idées, les écrits voltairiens dénoncent ouvertement les faux-semblants des systèmes qui supportent l'Église et la couronne. Au niveau des représentations, les libelles, les chroniques scandaleuses désacralisent et éclaboussent la monarchie et toutes les valeurs symboliques qui structurent sa raison politique. En vérité, le libertinage et la fièvre révolutionnaire à la fin du XVIIIe peuvent être envisagés comme un double effort pour satisfaire une même énergie. Le mot d'ordre du siècle des Lumières, c'est « oser ». C'est ce qu'on trouve dans le pamphlet d'Emmanuel Kant, « Qu'est-ce que les Lumières ?» C'est un appel au mouvement, à l'innovation. Ça libère un bouillonnement d'initiatives, un désir d'affranchissement des entraves et des préjugés, des autorités et des traditions. On se révolte contre les traditions sociales et contre l'inertie de la société patriarcale. Libertinage, littérature, philosophie se mêlent pour donner naissance à des formes originales qui vont submerger l'autorité. Animé d'une révolte féminine, voire féministe, le roman libertin participe à la contestation de la société du XVIIIe. Les ouvrages libertins concourent à saper les valeurs du régime. Le livre illégal corrode l'idéologie monarchique et ses piliers par l'usage systématique, débridé, démesuré de la moquerie, la dérision, la pornographie, l'irréligion, le matérialisme hédoniste. La littérature clandestine n'est pas la cause de la Révolution, mais elle a participé au changement de cadre intellectuel qui a marqué celle-ci. Un lieu rassemble ces oppositions entre la chair et l'esprit, c'est le boudoir qui fait son apparition au XVIIIe siècle. Oratoire et foutoir, ce lieu réunit les contradictions du siècle. Il est situé géographiquement entre le salon, où l'on pratique l'art de la conversation, où l'on philosophe, et la chambre, où règne l'amour. Il symbolise donc le lien, le trait d'union entre philosophie et érotique. Il ne saurait y avoir plus parfaite opposition entre le lieu privé, qu'est le boudoir, lieu de l'intime, du désir, du plaisir. Il arrive au moment où je parle de désir. Et la rue,
animé de cortèges, de défilés, de manifestations où se livrent bataille et combats pour la liberté. Le boudoir se fixe dans l'entre-deux. Demi-jour, pénombre propice, déshabillé qui dévoile autant qu'il voile les charmes de la femme, petit souper, alors que la rue est inondée de lumière, celle du grand jour ou celle des flambeaux et des flammes des bâtiments incendiés. Mais les deux espaces sont des lieux où énergie et dynamisme règnent. Là où le déshabillé se situe dans la nuance, dans l'interdit, le sans-culotte est brutal et direct, comme l'indique l'emploi sans équivoque de la préposition. Cependant, le résultat offre bien des similitudes. Le corps mis à nu participe d'une thématique de la libération et de la transgression des usages et de la bienséance. Mais s'il y a adéquation du fond, la différence majeure est de forme. Entre la gaze qui laisse transparaître la réalité que l'on dévoile et la vigueur franche et directe de l'exhibition. Le libertin est un être de l'entre-deux, tandis que le sans-culotte s'ancre dans la réalité, s'installe ouvertement dans la transgression et l'insubordination. Si l'on se reporte à la définition du libertin, c'est celui qui s'affranchit, qui ne veut pas s'assujettir aux règles prescrites. Il a commencé par être libre de penser et ensuite il devient libre de corps. Au XVIIIe, le libertinisme combine la liberté de pensée religieuse avec la liberté sexuelle. Sans-culottisme et libertinisme participent d'une même philosophie de la libération. Libertin et sans-culotte, donc, même combat. Il convient de s'attaquer aux normes valables pour les contemporains. Renversement des usages, bouleversement des lois naturelles et sociales, le libertin se soustrait au monde où règne ordre et morale. Le sans-culotte, lui, symbolise le renversement complet d'un système de valorisation sociale. Pour ses partisans, la révolution, c'est un réveil, une résurrection, un retour à la vie et à l'énergie. Le monde de l'Ancien Régime est endormi, léthargique, ankylosé, sclérosé. Le sans-culotte incarne l'urgence d'une régénérescence. Avec Sade, on quitte le registre de la légèreté, de la pure jouissance, de l'humour blasphématoire, pour pénétrer dans celui de la gravité, de la violence, de la cruauté. L'humour vire au noir. Sade, c'est la face noire de l'érotisme. Le pamphlet anticlérical et le roman d'éducation font place à la subversion radicale. Le désir des personnages devient fondamentalement criminel. Un roman comme Justine passe en revue tous les méfaits dignes de figurer dans n'importe quel traité de psychiatrie, viol, inceste, nécrophilie, etc. Mais Sade est avant tout le produit de son siècle. Il n'est pas l'inventeur de pratiques sexuelles déviantes, comme on a tendance à le penser dans la culture populaire. C'est résolument un homme des Lumières, son matérialisme a toujours procédé des Lumières les plus radicales. Les dissertations philosophiques, le mot est de lui, qu'il fait alterner avec les scènes de ses romans, sont le plus souvent des emprunts directs, parfois de plusieurs pages, aux philosophes matérialistes des Lumières comme d'Holbach, Lamétrie ou Diderot. Sade est généralement cité comme l'un des athées les plus virulents parmi les auteurs de la littérature française. L'athéisme fut sa conviction essentielle, sa passion, la mesure de sa liberté. Pour preuve, son célèbre pamphlet « Français, encore un effort si vous voulez être républicain », inséré dans La philosophie dans le boudoir, publié en 1795. Voilà ce qu'il y dit. Je viens offrir de grandes idées, on les écoutera, elles seront réfléchies. Si toutes ne plaisent pas, au moins en restera-t-il quelques-unes. J'aurai contribué en quelque sorte au progrès des Lumières et j'en serai content. Il déroule dans ce texte, il déroule et il défend le programme révolutionnaire français dans un écrit blasphématoire, révolutionnaire, dont l'extrême férocité et l'obscénité scandaleuse assurent l'efficacité explosive. Ce texte, publié à un moment de bascule, un moment charnière entre l'Ancien Monde, la monarchie, et le Nouveau Monde, la toute jeune République, est un texte argumentatif serré qui découle d'une volonté didactique. La réflexion de Sade s'inscrit parfaitement dans celle de son époque. Elle prolonge les débats philosophiques sur le concept de nature et sur le rôle de la société par rapport à cette nature, ainsi que sur l'influence de la nature sur les comportements humains. La réflexion libertine exposée par Sade part du principe que la nature régit l'univers et ses composants. Dieu n'existe que dans l'esprit des hommes. Ce retour à la nature comme seul principe suprême semble puiser ses origines dans la philosophie antique. C'est une réflexion qui sert aux personnages libertins à légitimer tous leurs désirs, et plus particulièrement leurs désirs sexuels, puisqu'ils sont naturels. Pourquoi les contrarier ? Quant au libertin, l'être du dérèglement, il incarne la désobéissance.
Le libertin est en infraction avec les principes qui sont supposés assurer le bon fonctionnement de la société. Vouloir soumettre à sa volonté une femme ou un État procède d'une même ambition et se fonde sur les mêmes maximes. On peut mettre sur le même plan le dérèglement des mœurs des seigneurs libertins et la conquête des libertés civiles et religieuses, puisque l'un et l'autre impliquent le renversement des fondements traditionnels de la société. Et dans le roman libertin se dessine la pensée des Lumières et ses promesses émancipatrices, puisque la virilisation de l'héroïne concourt à cette entreprise de sape du modèle sociétal. Promesse de l'autonomie individuelle, promesse de la démocratie, promesse de l'émancipation des femmes, parce qu'au tournant des Lumières, à l'impossible, chacun se croit tenu. Le désir subversif d'importance éprouvé par les femmes constitue une menace pour l'ordre social établi. Et c'est pourquoi on a pu qualifier Sade de révolutionnaire, puisqu'il accorde une voix à celles qui culturellement sont réduites au silence. Ces héroïnes sont bien plus vivantes que ces héros masculins, et il est d'ailleurs très révélateur qu'il ait doté la Durand, qui est un de ses personnages féminins les plus féroces, qu'il ait doté d'un clitoris de la taille d'un petit pénis qui lui permet de d'agir sexuellement à la manière d'un homme, dirais-je. Donc, au XVIIIe siècle, le plaisir apparaît comme l'une des clés majeures de nos façons d'être et de sentir, et certaines femmes y mènent allègrement le jeu, osant revendiquer leur désir. Au lieu d'accepter leur sort, elles recherchent le bonheur selon leurs propres termes, en tant que femmes matérialistes, athées et libérées. C'est notamment ce que dit Émilie du Châtelet, qui constate que le bonheur des hommes est de très loin supérieur à celui des femmes pour ce qui est des occasions, puisque l'émancipation réclamée et proclamée par les libertins se trouve démentie dans les réalités, puisque les obstacles juridiques, traditionnels, entravent la liberté de la femme qui est privée de son privilège de jouir au sens légal et sensuel. Elles sont exclues du monde économique et politique, elles sont reléguées dans la sphère du foyer, et elles sont valorisées dans leur rôle d'épouse et de mère après la parution de l'Émile de Rousseau. Donc, bâillonnées par leurs conditions de femmes, soumises aux préjugés de leur époque, certaines, faisant fi de leur réputation, cherchent à affirmer leur originalité, leur indépendance, leur ambition face à un monde hostile à de telles prétentions. Mais c'est une partie inégale où la femme risque gros, puisqu'elle s'expose à être déchue aux yeux du monde si elle se donne les libertés accordées aux hommes. La nécessité de la dissimulation fait du bal masqué un lieu propice à la séduction, puisque ça autorise les femmes, sous l'anonymat du masque, à transgresser les règles de la bienséance et à s'approprier les prérogatives des hommes. Travestir, prendre l'habit de l'autre sexe ou d'une condition sociale différente, le brouillage de l'identité sexuelle ou sociale menace au plus haut point l'ordre public. Dans les liaisons dangereuses, agissant comme un libertin mâle, imposant ses désirs, remettant en cause les privilèges masculins, la marquise de Merteuil refuse d'être la victime passive d'un système. Et si l'on en croit la fameuse lettre 81, elle a fait de son libertinage tout autre chose que la conquête du plaisir. Animée de la volonté de renverser ce système en sa faveur, briguant le même droit au plaisir, à la même liberté que les hommes dans le choix de ses objets sexuels, elle revendique son mérite personnel, son talent, son travail, les opposant aux privilèges masculins acquis par la naissance. Et c'est Figaro que l'on croit entendre ici dans sa diatribe contre les privilégiés. Le roman libertin dénonce l'injustice d'une société qui condamne au couvent ou à la fuite les femmes, mais qui accorde son estime aux hommes. Le roman monastique libertin célèbre l'autonomie féminine en matière de sexualité en représentant des scènes de résistance aux restrictions et entraves patriarcales. La sexualité entre religieuses viole à la fois la tradition de la passivité féminine, l'interdiction de la sexualité hors des liens du mariage, le vœu de chasteté imposé par l'Église et le tabou de la sexualité entre personnes du même sexe. Les romans libertins affirment l'idée que cet interdit, loin de diminuer le désir, ne sert qu'à l'exacerber. Le désir sexuel est naturel, c'est sa répression qui est perverse. Liberté de choix et autonomie sont les maîtres mots. Donc toutes les institutions, religieuses ou civiles, sont dénoncées et attaquées sans merci. La femme fait peur au nom du danger de voir le fonctionnement de la société culbuté ou entravé par l'irrationalité des sentiments et des pulsions.
On peut lire les romans libertins comme des tentatives de défier les structures patriarcales, de subvertir l'idéologie qui veut que la femme soit docile et délicate. Ce roman libertin va permettre de se libérer de l'emprise du passé et de secouer le joug de traditions patriarcales étouffantes. Voilà ce que dit Guillaume Apollinaire en 1909 dans sa préface à l'œuvre du marquis de Sade. Il dit qu'il avait sur la femme des idées particulières et qu'il la voulait aussi libre que l'homme. Justine, c'est l'ancienne femme asservie. Juliette, au contraire, représente la femme nouvelle, un être dont on n'a pas encore idée, qui aura des ailes et qui renouvellera l'univers. Les romans libertins font donc apparaître une critique des structures sociétales, une critique des mœurs, se livrant à une réflexion sur les usages, à une remise en cause des structures familiales. La fiction sadienne est caractérisée par la transgression. J'espère que tout le monde ici a plus de 18 ans. Violation des frontières morales et esthétiques, franchissement des limites de la réalité et du possible, voire défi aux lois naturelles. Le nombre de perversions et de déviances présentes dans ces romans atteste la révolte contre l'autorité. Car comme je l'ai dit tout à l'heure et j'insiste, Sade c'est avant tout le produit de son siècle. Ce n'est pas l'inventeur de pratiques déviantes comme on a tendance à le penser, à continuer à le dire dans la culture populaire à cause du parfum de scandale qui l'enveloppe. S'il faut garder quelque chose de Sade, c'est la remise en cause des plus profondes valeurs de notre société, une véritable subversion politique des valeurs qui sous-tendent le régime. Il bouleverse les conventions, il fait douter ses lecteurs sur leur mode de vie, plié à des conventions sociales. Il a atteint un degré dans l'horreur que même les plus grands provocateurs n'ont jamais égalé. Ses écrits qui débordent de voyeurisme, de cruauté, dépassent de sang coudé tout ce que le film pornographique hard ou le snuff movie peut montrer. C'est là le pouvoir bien supérieur des mots sur l'image. Montrer un acte avec des images a un effet bien moins pernicieux que de le décrire avec des mots. Parce que les mots ne sont jamais neutres et le choix dont ils font l'objet dans une scène sadomasochiste n'est pas insignifiant. Sade prend position, si j'ose dire, il tente le lecteur, il l'invite à l'imiter là où les images auraient au fait de le dégoûter. De plus, les mots impliquent le lecteur, qui est obligé de se représenter la scène, et donc d'une certaine façon d'y participer. Alors que le film n'accorde pas cette liberté au spectateur dont il fait sa victime, ou dans le pire des cas, le témoin complaisant, mais pas le complice. Si la transgression est la marque caractéristique de Sade, c'est afin de mieux reconstruire des limites. Les romans de Sade, étalant l'excès de passions illicites, mettent par là même le lecteur en garde contre la monstruosité de l'illégitimité. La menace envers la société légitime la condamnation au nom de l'autorité paternelle. Or, le nom du père, le nom N-O-M, est aussi le non du père, l'affirmation de l'interdit. La loi introduit l'illégalité, la transgression, le désir et l'interdit. Pensez à l'histoire de Barbe Bleue. Pourquoi la femme de Barbe Bleue, dans le conte de Perrault, prend-elle le risque mortel d'ouvrir la porte de la chambre interdite, sinon parce que, précisément, elle est interdite? On ne désire que ce qu'on n'a pas. La transgression appelle la loi et la loi appelle la transgression. En réalité, Sade n'est ni révolutionnaire ni réactionnaire. En réalité, loin de mettre en danger la société, de remettre en question les hiérarchies sociales, la fiction sadienne, comme le conte de fées, comme la tradition du carnaval, comme le masque, permet une certaine libération, un exutoire pour les pulsions et les désirs refoulés et l'expression de leurs propres fantasmes. Je ne prendrai pas position moi-même, je laisserai la parole à Sade lui-même dans son Idée sur les romans, paru en 1799, et j'ai remis en gras les passages qui me semblent les plus nets. Je ne veux pas faire aimer le vice, je veux au contraire, puisqu'il dit faire adorer aux femmes, etc., je veux au contraire qu'elles le détestent. Je deviens plus moral que ceux qui se croient permis de les embellir. Jamais enfin, je le répète, jamais je ne peindrai le crime que sous les couleurs de l'enfer. Je veux qu'on le voie à nu, qu'on le craigne, qu'on le déteste, et je ne connais point d'autre façon pour arriver là que de le montrer avec toute l'horreur qui le caractérise. Donc, la parole est laissée au divin marquis, à vous de vous faire votre propre opinion sur ce que vous devez retenir de Sade. Sade est-il révolutionnaire ou au contraire agit-il pour le bien public? Merci.